Bonjour à tous, rendez-vous pour cette troisième édition des Live Métiers. Nous accueillons aujourd'hui donc Karine qui est infirmière puéricultrice. Avant de commencer, on va attendre quelques secondes que tout le monde puisse arriver, mais l'idée dans ce live, c'est vraiment, voilà, Karine, que vous nous parliez de votre parcours, bien évidemment, mais aussi que vous répondiez aux différentes questions que Chance va vous poser, mais également que les participants auront la joie de vous poser durant ce live. Donc n'hésitez pas à participer directement dans le chat. On se laisse encore une petite minute et on se lance. Peut-être avant de commencer, Karine, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre parcours? Comment en êtes-vous arrivée là aujourd'hui? Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je suis arrivée là un petit peu par hasard. Donc le métier d'infirmière puéricultrice, c'est le métier d'infirmière avec une spécialisation de puéricultrice. Au départ, j'ai commencé par faire des études de droit et puis finalement, ne sachant pas trop ce que j'allais en faire, j'ai fait connaissance lorsque j'étais étudiante de personnes qui étaient infirmières et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est arrivé de manière un petit peu imprévue. Donc j'ai passé le concours. Et donc, j'ai fait la formation d'infirmière et j'ai fait la spécialisation de puéricultrice il y a seulement 7 ans. Parce qu'en fait, en travaillant en tant qu'infirmière, j'ai rencontré de nombreux patients. J'ai travaillé notamment en hématologie et en cancérologie. Et ce qui m'a intéressée, en fait, c'est l'aspect prévention, parce que je me suis dit que si on pouvait éviter que les pathologies arrivent, c'était beaucoup mieux que les guérir. Et c'est ce qui m'a amenée en fait à faire la formation de puéricultrice pour pouvoir faire de la prévention, notamment auprès des familles et des enfants. D'accord. Quand vous dites prévention, qu'est-ce que vous entendez par là dans le cadre de ce métier? Alors, dans la prévention, dans la définition, il y a la prévention primaire, secondaire, tertiaire. La prévention primaire, ça va être toutes les informations qu'on peut donner pour essayer de favoriser la bonne santé et éviter de s'exposer à des risques. Et ensuite, la prévention secondaire et tertiaire, ça va être plus le dépistage, éviter vraiment que les maladies surviennent. Donc là, moi, c'est dans le cadre de mon exercice professionnel, c'est davantage la prévention primaire. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, vous travaillez en hôpital, en clinique, en indépendant. Comment ça se passe? Alors, je travaille en PMI pour le conseil départemental du Val-de-Marne. Donc, en fait, c'est une prérogative des départements de s'occuper de la protection maternelle et infantile. Et dans la protection maternelle et infantile, il y a les centres de PMI que pas mal de gens connaissent. Et puis, il y a aussi les bureaux qui sont, alors dans le Val-de-Marne, on appelle ça Espace départemental des solidarités, mais suivant les régions, ça a des noms différents. Et donc, moi, je travaille à l'EDS et je fais des visites à domicile. En fait, on a 3 missions. On a une mission dans laquelle on participe aux évaluations en protection de l'enfance. Donc, on travaille en partenariat avec les éducateurs spécialisés de l'aide sociale à l'enfance et les assistantes sociales. On a une deuxième mission qui tourne autour des agréments des assistantes maternelles. Donc, on se déplace aussi à domicile pour le suivi d'agréments, pour les renouvellements, voilà, toutes les demandes qui peuvent survenir dans ce cadre. Et puis, le dernier point, c'est la prévention primaire, donc auprès des femmes qui viennent, enfin des familles qui viennent d'accueillir un enfant
à leur domicile. Donc, en général, on vient à la maison après le passage de la sage-femme et donc on réalise des consultations de puéricultrice pour s'assurer que l'enfant se développe bien. Donc, on fait en même temps du dépistage et donc on donne aussi quelques conseils voilà, au fur et à mesure aux parents. Ok, merci beaucoup, super intéressant. Est-ce que vous pourriez, Karine, alors je pense que c'est un peu difficile de partager une journée type parce qu'il n'y a pas de journée type finalement, mais comment se déroule à peu près une journée dans le cadre de votre métier? Alors, là, dans mon poste, hein, le fait d'avoir 3 missions fait qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de routine parce que les 3 missions s'entrecroisent. Donc, dans une même journée, on peut avoir des réunions, des visites à domicile, des entretiens avec des familles dans les bureaux. Donc voilà, on bouge quand même pas mal. On a beaucoup de contacts avec les familles et puis les assistantes maternelles. Donc c'est un métier quand même de relationnel, pas mal. Une journée type, je pourrais dire par exemple 2 visites à domicile chez des familles qui viennent d'accueillir leur enfant, dont la maman vient d'accoucher en général. Avec ensuite, donc il y a la saisie sur ordinateur de ce qu'on a fait dans la matinée. Et puis l'après-midi, ça peut être des entretiens avec une autre famille dans le cadre de la protection de l'enfance ou une visite chez une assistante maternelle. Voilà. Voilà. Ok, merci beaucoup. Quels sont les éléments que vous, c'est une question basique mais qui est quand même très importante je trouve, que vous préférez dans votre métier aujourd'hui et ceux que finalement vous aimez le moins ou qui sont les plus difficiles? Alors, ce que je préfère, enfin, c'est le contact avec les personnes et le fait de pouvoir dénouer une difficulté. Alors, c'est souvent dans le cadre des visites de prévention primaire. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui est allaité et l'enfant prend pas correctement du poids, par exemple. Donc, c'est essayer voilà, de dérouler, savoir comment ça se passe et pouvoir aider et accompagner la maman dans son allaitement. Et, après, quand tout se passe bien, que l'enfant prend du poids, que la mère est satisfaite et que voilà, c'est assez gratifiant. Donc, on va dire que c'est la partie que je préfère. Après, ce que j'aime bien aussi, mais là, c'est plus annexe, mais lorsqu'on fait des projets de groupe, le fait de pouvoir échanger avec des collègues sur des thématiques, ça, c'est aussi très enrichissant. D'accord. Merci beaucoup. On a 2 questions liées. Merci beaucoup Léna et Nouma qui demandent donc quelle a été votre formation et est-ce que les études ont été difficiles pour devenir médecin, médecin? Est-ce que ce sont les mêmes que pour devenir c'est la fin de la journée. Pour devenir infirmière, est-ce que ce sont les mêmes que pour devenir médecin? Alors non, c'est pas les mêmes. Alors moi, à mon époque, il y avait un concours pour rentrer à l'école de formation aux soins infirmiers pour devenir infirmière. Donc maintenant, ça a changé parce que c'est par Parcoursup et il y a un tronc commun qui permet ensuite plus ou moins de rebondir. À l'issue de ces 3 ans, donc on obtient le diplôme d'état d'infirmière. Et pour faire infirmière puéricultrice, il faut repasser un autre concours et suivre pour l'instant 1 an de formation. En fait, ça fait plusieurs années
que les infirmières puéricultrices demandent à ce que la formation dure 2 ans, parce que déjà le programme en réalité est très très vaste, et du coup en 1 an on n'a pas le temps de voir suffisamment toutes tout ce qui a trait à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. Parce que rien que là en PMI, on voit bien que ça concerne en fait 3 domaines différents: la protection de l'enfance, l'accueil chez les assistantes maternelles, et puis l'accompagnement. Donc voilà, ça demande quand même des connaissances assez importantes, et du coup en 1 an c'est assez condensé, et le but ça serait que ça passe en 2 ans, et normalement par rapport à l'harmonisation européenne des diplômes, on devrait obtenir l'équivalence Master 2. Mais bon, c'est en pourparlers depuis des années, et malheureusement ça n'avance pas très vite. D'accord, merci beaucoup. Lucille vous demande quelle est la chose ou le patient qui vous a le plus marqué dans votre parcours professionnel. C'est difficile. En fait, quand j'ai débuté ma carrière, j'ai travaillé en hématologie, alors pour le coup adulte, mais parfois avec des patients jeunes. Et je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus marquée, parce que déjà je débutais, et puis que en fait quand ce sont des pathologies lourdes, forcément la relation avec le patient est différente. Puis c'est des patients qu'on suit quand même assez longtemps. Donc voilà, j'ai notamment oui, plusieurs patients qui me restent en mémoire, même si maintenant ça fait plusieurs années. Je me rappelle d'un jeune patient qui jouait du violon, et donc il était hospitalisé en chambre stérile. Donc en fait, il y a des rideaux en plastique, et donc il faut s'habiller avec tout en stérile pour entrer dans la chambre. Et donc une fois, un soir, parce que je travaillais de nuit, il avait joué du violon. Et c'est des petites choses. Rien que d'en parler, voilà, c'est des choses qui marquent. Merci beaucoup. Alors ce qui est en lien avec la question de Léna, alors au tout début de votre carrière, mais pas que finalement, comment est-ce que vous vivez des situations qui sont quand même complexes et difficiles? Comment est-ce que finalement vous gérez la pression? Comment est-ce que vous vivez le fait d'avoir une grosse responsabilité dans ce cadre-là? Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein. Peut-être encore plus à l'hôpital, je dirais. C'est quand même une pression importante, parce que à l'hôpital, on est beaucoup dans l'action. On n'a pas vraiment le temps de réfléchir à ce qu'on fait, et donc quand on prend un peu de recul, on se dit ah oui, enfin les choses vont tellement vite, donc on a toujours peur de faire une bêtise ou de se tromper. Et c'est voilà. Après là, dans mon travail actuel, il y a toujours une pression, parce que c'est toujours une responsabilité. On rencontre des familles par rapport à ce qu'on va leur dire, la manière dont on leur parle. Par exemple, même quand on renouvelle un agrément, on représente le département, donc c'est une responsabilité. Après, il faut quand même s'habituer à prendre du recul et se dire que on fait au mieux, et que, je pense que c'est un peu pareil dans tous les métiers, mais parce que sinon c'est trop pesant au quotidien si on y pense tout le temps. Donc il faut apprendre à relativiser. Est-ce que vous avez des techniques, ou est-ce que, je sais pas, vous allez courir, vous vous videz la tête, faites de la méditation, vous faites quelque chose, ou vous travaillez vraiment cette prise de recul, cette prise de hauteur? Alors, je fais du sport pour essayer d'évacuer. Après, je fais pas spécialement de méditation. C'est vrai que parfois, il y a des situations
qui des, des, des contacts avec des patients qui peuvent envahir un peu le week-end ou le soir. Mais en fait, enfin, moi, j'ai pas vraiment trouvé de technique. C'est-à-dire que, enfin, en même temps, je trouve que c'est humain. Si on y pense, bah, c'est que c'est voilà, il y a certaines situations, forcément, ça fait écho aussi à notre propre expérience, notre propre vécu. Après, ça n'a jamais été au point d'être vraiment trop pesant, mais je pense que le fait de faire du sport et de s'aérer, surtout, voilà, d'essayer de s'aérer le week-end, penser à autre chose, c'est hyper important. Après, pour les personnes qui font de la sophrologie, de la méditation et tout ça, c'est probablement un plus. Ok, merci beaucoup. Nouma vous demande quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le quotidien de votre métier. Vous parliez des choses tout à l'heure que vous préfériez, donc maintenant le côté un petit peu plus. Oui, alors la difficulté, ça va être plus par rapport à la protection de l'enfance, parce que en fait, pour vous expliquer un petit peu, lorsque des personnes s'inquiètent par rapport à la situation d'un enfant, elles vont rédiger ce qu'on appelle une information préoccupante qui va être envoyée à la CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes. Et cette CRIP, en fait, elle renvoie au département pour qu'il y ait un binôme évaluateur. Donc, c'est soit une assistante sociale et un éducateur spécialisé, soit une assistante sociale et une puère, soit une puère et un éducateur spécialisé. Voilà. Et en fait, on va rencontrer la famille en général sur 3 rendez-vous. Et il faut qu'on réussisse à cerner si l'enfant est réellement en danger, quelles sont les problématiques au sein de la famille, comment on peut aider la famille. Et c'est vrai que ça, c'est une mission qui est pas toujours facile parce que comprendre le fonctionnement d'une famille, euh, comment se sent l'enfant, comment aider la famille. Enfin, c'est voilà, c'est des fois c'est un gros travail de réflexion et sur 3 rendez-vous, c'est compliqué. Alors, je vais pas dire que c'est enfin, ce que j'aime le moins parce que c'est quand même très intéressant, mais c'est pas facile. En effet, non. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu des rencontres marquantes dans votre parcours et si oui, lesquelles? Oui, alors j'en ai eu plusieurs. Euh, En fait, quand j'ai travaillé en tant qu'infirmière à l'hôpital, déjà, bon, les patients que j'ai pu côtoyer lorsque j'ai travaillé en hématologie, j'ai eu beaucoup de rencontres qui m'ont marqué. Après, des échanges aussi avec des collègues. Après, il y a aussi la formation d'infirmière puéricultrice qui m'a beaucoup marquée. Enfin, c'était en fait comme ça intervenait aussi dans mon parcours, alors que j'avais déjà exercé une bonne quinzaine d'années en tant qu'infirmière. Ça permet aussi de se remettre en question, de voir son travail autrement. Et, euh, et aussi les personnes avec qui j'ai pu échanger. Alors, en fait, c'est tellement vaste que c'est difficile de tout condenser parce que c'est surtout les échanges avec les patients en fait qui m'ont marqué. Et par exemple, j'ai fait quand j'ai travaillé à l'établissement français du sang, je faisais du prélèvement de cellules souches, qui est quelque chose d'un peu particulier
En fait, je travaillais pour l'Institut Curie et en fait, on doit, avec une machine, récupérer les cellules souches pour les réinjecter ensuite aux patients. Et à cette période-là, et même quand j'ai travaillé en hémato, en discutant avec les patients, il y en a certains qui s'interrogeaient pourquoi la maladie était arrivée, qu'est-ce qui avait fait que dans leur parcours ou pourquoi ils étaient tombés malades. Et c'est ce qui m'a amené aussi à m'intéresser à la santé environnementale, à l'impact de l'environnement sur la survenue des maladies. Et ensuite, quand j'ai eu moi-même des enfants, c'est un sujet qui m'a fortement intéressée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les études qui sont faites pour savoir si tel ou tel produit peuvent avoir un impact sur la santé, elles mettent beaucoup, beaucoup d'années à être connues. Par exemple, l'exemple simple du tabac, avant que on puisse dire que le tabac avait un réel impact néfaste sur la santé, ça a pris des années. Et ça a pris encore des années avant qu'il y ait des campagnes publicitaires, encore des années avant qu'il y ait eu des messages sur les paquets de tabac. Enfin, ça paraît bête comme ça, mais sur tout un tas de sujets, en fait, il y a certains produits ou certaines substances qui sont dans notre consommation même quotidienne et qui sont vendus. Et donc, on peut s'imaginer qu'on ne court aucun danger. Et en fin de compte, il y a des gens qui se battent dans des associations pour faire reconnaître la nocivité de ces substances-là. Et du coup, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et je me suis intéressée au sujet, et plus je m'y suis intéressée, et plus je suis devenue curieuse sur ce sujet. Et du coup, en 2019, j'ai passé un DU en santé environnementale. Et je fais partie d'un collectif donc, qui s'appelle le collectif Je suis infirmière puéricultrice, dans lequel on a un groupe santé environnementale. Et le but, c'était en fait que les infirmières puéricultrices puissent faire de la prévention sur ce sujet auprès des familles, puisqu'en fait, par rapport aux perturbateurs endocriniens, on sait que l'exposition durant la période des 1000 jours, c'est celle qui risque d'avoir le plus d'impact. Et donc, ça me paraissait hyper important que les infirmières puéricultrices puissent accéder à des formations, être formées déjà en formation initiale, et puis après, dans leur travail, qu'elles puissent avoir de la formation continue pour accompagner les familles et les informer. Ok, merci beaucoup. C'est très complet. Nouma, du coup, rebondit un petit peu en vous demandant quelles sont les qualités que selon vous doit avoir une infirmière puéricultrice. Décidément, c'est la fin de la journée. Avoir un certain sens relationnel, enfin, voilà, pouvoir communiquer assez facilement parce que, par exemple, quand on se rend à domicile chez les gens, voilà, au début, ça peut être un peu intimidant parce qu'on rentre dans l'intimité des gens et à chaque fois, voilà, on côtoie des familles différentes. Il faut être empathique pour essayer de comprendre la personne et puis toujours avoir un discours mesuré parce que le but, même quand on donne un simple conseil, c'est de ne pas culpabiliser la personne qui est en face. Donc voilà, il faut être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi, et aimer le travail d'équipe parce que voilà, on est amené à travailler avec les médecins, avec les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, voilà, plein de professions différentes, ce qui est aussi très riche, parce qu'on apprend beaucoup de ces échanges.
Voilà, les principales qualités, je pense. C'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez eu des hésitations avant de vous lancer dans ce métier-là et si oui, lesquelles? Alors, infirmière, j'ai pas eu vraiment d'hésitation. En fait, je me suis lancée un petit peu comme ça sans connaître finalement, parce qu'autour de moi, je connaissais aucune infirmière, mis à part les personnes que j'avais croisées et qui m'avaient donné l'idée de faire infirmière. Et la formation de puéricultrice, c'est pareil, je n'ai pas eu vraiment d'hésitation. En fait, j'avais travaillé en tant qu'infirmière en crèche collective et je me suis rendu compte que il y avait vraiment beaucoup de sujets que je voulais approfondir, que j'avais l'impression qu'il me manquait vraiment des connaissances. Donc j'ai pas, non. Puis en fait, de base, je suis assez curieuse, j'aime apprendre, donc voilà. Ok, merci beaucoup. Alors moi, j'ai une dernière question pour vous, quand même relative à Chance. Vous le savez, chez Chance, on estime qu'un projet professionnel qui a du sens, c'est un projet qui aligne 4 piliers: métier, finalité, environnement et impératif personnel. Et du coup, moi, ma question, c'est tout simplement, quel est finalement le sens de votre métier pour vous? Alors, le sens premier, c'est d'aider les gens. Après, par le biais de la santé environnementale, je trouve que ça a aussi un sens au niveau environnemental, parce que en fait, on dissocie souvent l'environnement comme si c'était quelque chose d'extérieur, mais en fait, nous, on est un être humain, un être vivant parmi les autres êtres vivants qui peuplent la planète, et que si la planète est en mauvais état, ça a forcément des impacts sur nous, et que donc tout ce qui a trait à l'environnement a forcément un impact sur la santé aussi bien physique que même psychique, et que l'environnement a aussi des effets bénéfiques lorsqu'on se promène en forêt, lorsqu'on s'émerveille devant des animaux. Voilà, donc en fait, on peut pas dissocier. On peut pas dissocier les deux, de même qu'on peut pas dissocier le psychique et le physique, que une personne, c'est un tout, et voilà, il faut toujours avoir cette vision systémique et ne pas avoir qu'un côté, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois la santé, et je trouve que en France, on a une vision un peu trop spécialiste, et que parfois de prendre une vision plus horizontale, ça permet aussi de mieux traiter les problèmes. Voilà. Ok, merci beaucoup, Karine. C'était très intéressant. On va terminer ce live, on est pile à l'heure, c'est 18h28. Je rappelle aux participants que ces lives ont lieu dans le cadre de la communauté Chance, de l'entraide. Finalement, on a tous connu quelqu'un qui nous a aidés dans notre métier à se lancer ou à se rerouter ou autre. L'idée, c'est de partager cette entraide en faisant donc des lives métiers, en conseillant des utilisateurs de Chance sur certains métiers, etc. Je vous remets la page de notre communauté d'entraide dans le chat. N'hésitez pas à aller regarder, à vous inscrire. Merci encore, Karine, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à ce live. Je pense que vous avez répondu à la plupart à la question que tout le monde se posait ici. Donc, merci encore. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. À bientôt, bonne soirée, au revoir. Également.